The Life of Chuck de Mike Flanagan, adaptation, je pense sûrement dernière adaptation en date d'une adaptation d'une nouvelle de Stephen King d'ailleurs, donc pas d'un roman pour qui une fois. Qui a été adapté, enfin qui est ou sera adapté, je crois 4 fois cette année. Il y a cette histoire-là. Non. Stephen King, ouais. Ah ouais. Il y a eu The Monkey de Oscar Kills qui est sorti, et je crois 2 autres qui sont prévus qui doivent sortir, je crois. Eh ben, Stephen King est un grand. Merci Glolago. Sachant que c'est la 3e adaptation de King par Mike Flanagan qui avait fait Jesse et Dr. Sleep, donc qui était la suite de Shining, et qui est en train de tourner ou de prévoir une série adaptée de Carrie, donc il y en a encore une nouvelle. Sachant que Serment de minuit était par ailleurs une série qui n'était pas adaptée, mais inspirée un peu. Mais plus qu'inspirée, bourrée de clins d'œil. Voilà. Okay. Donc c'est un Kingien, quoi. C'est un Kingien, comme on dit. Mais comme ici, on le dit tout le temps, on ne juge pas les Kings, donc. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots avec King. Oui. Voilà. Pas de King shaming. Pas de King shaming. C'était encore mieux. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King qu'il a écrit pendant le confinement. Ok. Un recueil qui s'appelle If It Bleeds, et donc dans lequel s'inscrit The Life of Chuck, bien sûr, qui est basé sur la même construction scénaristique, qui est une adaptation assez fidèle, même dans la façon de faire apparaître la voix off. D'accord. Et de resituer un peu des phrases du roman, de retravailler. Tu l'as lu ? Non, mais j'en ai lu des extraits. D'accord. Et j'ai vu que justement il y avait un peu cette intention dans le film de rester proche. Et donc, comme je vous l'ai un peu dit brièvement, c'est un film qui se raconte pas anarrativement, mais en tout cas dans un ordre antéchronologique de 1, mais même pas tant que ça. En tout cas, c'est le futur. C'est le futur. C'est New York 2117. C'est ça. Non, mais en tout cas, il y a une intention de découper le film en 3 actes et de commencer par l'acte 3, de faire advenir différents événements sans qu'ils paraissent connectés narrativement. Et de commencer avec, on va dire, un segment très énigmatique. C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, Internet ne marche plus, que va devenir l'humanité, il y a des catastrophes un peu partout, et on suit un simple petit professeur d'anglais. Oui, c'est un cours sur Whitman. D'anglais qui va donc se demander un peu quoi faire, d'abord être un peu perdu, confus comme tout le monde, finalement essayer d'aller retrouver sa femme, ça va être un peu... Son ex-femme. Son ex-femme, ça va être un peu sa quête... De traverser un peu un long pan de son état pour aller retrouver... De LA. Voilà. Alors qu'on pourrait se dire, en ayant vu l'affiche, The Life of Chuck, ça va parler de Tom Hiddleston qui fait des trucs. Finalement, en fait, Tom Hiddleston est très peu présent dans le film. Voilà, je vous le dis. Surtout dans l'acte 2, et un peu moins dans les autres. Dans l'acte 1, il est pas du tout là. En fait, disons que pour amorcer ce qui va joindre les segments les uns entre les autres, c'est que pendant cette fin du monde donc, qui se passe dans la première partie du film qui est intitulée donc Acte 3, qui a priori se passe à la fin, commence à apparaître de façon un peu énigmatique des spots télé, radio, des affiches qui remercient un certain Charles Krantz, donc Chuck, pour 39 belles années, voilà, comme si c'était, je sais pas, la fin de carrière, ou on comprend un petit peu la fin de vie plutôt, de ce Chuck, et voilà, alors que, a priori, personne ne sait qui c'est, qui ressemble à un comptable, enfin il a l'air d'être comptable, et voilà, son image commence à apparaître de plus en plus à mesure que le monde avance vers son déclin, et les segments suivants se concentrent sur ce Chuck et vont raconter, pour l'acte 2, un segment très précis, une journée de sa vie en gros, et l'acte 3, plutôt son enfance, de manière générale. Et on prévient tout de suite, pour les gens qui n'ont pas vu le film, je pense qu'il y a un vrai plaisir, que même la moitié du plaisir du film, c'est de découvrir un peu comment il va se disloquer, comment un peu il va s'ouvrir. Donc si vous comptez le voir, ne nous écoutez pas en parler parce qu'on va vraiment spoiler à fond, quoi, parce que c'est un peu obligatoire. On va pas raconter la toute fin. Oui. Ou la toute révélation, mais on va parler effectivement de ce que contient chaque partie. Voilà, c'est ça. Toute fin qu'on voit venir. Oui. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, c'est pas totalement... en fait, il faudra qu'on en parle du fait que, d'une certaine manière, il y a un mystère qui n'en est pas un. Ouais. Mais justement, ce que j'allais dire pour déjà commencer à spoiler le film, c'est que donc le début du film, l'acte 3,
se construit sur une série de mystères, et notamment sur le grand mystère qui est ce Chuck, pourquoi ces pubs s'affichent partout, le film ne répondra jamais à cette question. Il laisse un peu cette question... Effectivement, en tout cas pas de manière rationnelle. Pas de manière rationnelle. Même si on Voilà. peut on en parlera. Pour le coup, c'est pas... Enfin, vous avez eu un effet de mystère là-dessus ? De quoi, de qui est... Pourquoi est-ce qu'il y a des publicités de lui à la télé, pourquoi est-ce qu'il y a des... Bah parce que... Enfin... Non, rien là. Ok. Tout à fait. Alors, donc, ce qui est étonnant déjà, c'est, comme tu l'as dit, cette espèce de construction du film, puisque, on va dire, le film change un peu de genre aussi à chaque chapitre. Le premier, voilà, cette espèce de film de fin du monde, mais très quotidien. Voilà, où finalement, il n'y a très pas... à la hauteur d'homme. C'est ça, il n'y a pas d'apocalypse qui survient du jour au lendemain, mais une série de désastres, et on comprend bien que, finalement, ça va être la fin bientôt. Le deuxième acte se concentre donc sur une journée de la vie de Chuck où, pendant un congrès où il est invité dans une ville, peu importe, il va croiser des musiciens de rue et on comprend pas trop pourquoi, mais être inspiré et alors qu'il a un peu l'air d'être un businessman parmi d'autres, se mettre à danser en pleine rue, inviter une jeune femme dans sa petite chorégraphie, etc. Et la troisième partie s'étend un peu plus et on va suivre, et c'est d'ailleurs de loin la plus longue en termes de durée de film, on va suivre plutôt son enfance, où, notamment articulé autour de, on va dire, deux trucs principaux, qui seraient d'un côté son amour pour la danse, qui en fait était déjà présent dans son enfance, et il prend des cours de danse, il se prépare aux espèces de balles de promo, mais ils sont plus jeunes que... Voilà. Et de l'autre, on va dire une espèce de mystère qui serait dans la maison de ses grands-parents, puisque Chuck habite avec ses grands-parents, et on sait qu'il y a au grenier une pièce dans laquelle il n'a pas le droit d'entrer, et voilà, qui occasionne tout un tas de désirs, de spéculations de sa part. Donc le film change un peu de genre au fur et à mesure. Exactement. Même en termes de façon de mettre en scène les choses, d'inclure la narration. Par exemple, le deuxième acte est très 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 empreint de voix off et se veut très narratif, de raconter même les personnages annexes qui vont se rencontrer dans cette séquence comme vraiment une scène de roman, quoi. On a personnage A, personnage B, personnage C, et les trois vont finalement se rencontrer par hasard et vont advenir la raison de l'existence de la séquence. Et d'ailleurs, le format du film change aussi, c'est parce qu'il il s'étend de manière verticale, quoi. Ou il se rapetisse, ça dépend du... Voilà, bref. Il y a aussi des différences de format qui font que tout se mélange, même si, on va dire... ça semble antéchronologique dans la mesure où on a a priori quelque chose qui correspond à la fin de vie, ensuite un moment de l'âge adulte et ensuite l'enfance, mais il y a aussi des espèces de ponts qui sont créés puisqu'on finit par recroiser un peu certains personnages, donc le film ne suit pas, on va dire, il n'y a pas de sens strict. Faut qu'on vende la mèche quand même là, sur le truc ou pas ? Parce que ça va être compliqué d'analyser le film sans... je sais pas ce que t'appelles vendre la mèche, mais... Expliquer que... attention le chat, que la première partie est un film mental dans la tête de Chuck en fait. C'est pas tout à fait... pas. Moi non plus, c'est pas comme ça que je me l'explique. Moi je le lis comme ça si tu veux, c'est-à-dire que c'est une... en fait c'est la recomposition dans un récit fictionné par un homme qui est en train de mourir, d'un certain nombre d'éléments qui correspondent à sa vie réelle, qui vont nourrir une logique assez stimulante, mais peut-être pas hyper saisissante quand on voit le film, de reconnaissance, c'est-à-dire que tous les éléments qui se seront dispersés ou qui se seront diffractés ou déformés dans le rêve vont être revus dans le flux de sa vie réelle, ce qui fait qu'on va... Notamment l'acte 1, surtout. Voilà, on va voir machin qui en fait il a croisé dans la rue un jour, va être un personnage qui va avoir un rôle secondaire. Telle phrase dite par son grand-père va se retrouver être dite par un personnage qu'il croit que le héros de l'acte 3 croise dans la rue, etc. Logique, pourrait-on dire, de film cerveau, quoi. Il me semble à cet égard que le modèle en fait que suit Mike Flanagan dans ce film-là, ça a été convoqué notamment par Mathieu Macheret, c'est Alain Resnais, notamment un film qui s'appelle Je t'aime, qui raconte exactement la même histoire, à savoir un type qui est en train de mourir et qui recompose les strates temporelles de sa vie et traverse les strates temporelles de sa vie et mélange en fait les strates temporelles. Il y a aussi un autre film de Resnais qui s'appelle Providence, qui est un peu sur la même longueur d'onde. Et ça serait la principale originalité du film, c'est ça que tu disais aussi quand tu disais qu'il y avait une espèce de plaisir à découvrir le film, c'est-à-dire que en fait, ce qui se présente quand on pense à Stephen King comme un récit fantastique
un argument de récit fantastique pur, se révèle être en fait un film d'obédience moderniste, un film mental d'obédience moderniste, avec une narration non chronologique et une logique de montage qui en fait suturerait la composition générale du film. Même si le fantastique n'est pas tout à fait dissipé dans le film, puisque même si effectivement on peut interpréter la première partie rétrospectivement comme mentale, ce qui est une interprétation, on va dire, valide, même si, à mon avis, dans le film, c'est pas que c'est pas aussi clair, mais disons, c'est poreux, quoi. Ça peut être complètement de l'ordre du fantasme, ou pas tout à fait. Bon, on va revenir un peu sur les thèmes sous-jacents, mais il reste un élément qui serait ce qu'il y a au grenier, qui repose quand même sur un postulat, même si c'est expliqué, qui serait là pour le coup, un postulat fantastique. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un élément surnaturel qui est ce qui concerne le grenier, et qui fait d'ailleurs du film une espèce de conte philosophique, plus qu'un pur récit fantastique d'ailleurs. Ça serait une espèce de conte philo, en gros, sur le sens de l'existence et le sens qu'on donne à sa propre existence. Bon, ceci étant posé, moi j'aimais tout de suite ma première réserve parce que je sais que vous aimez plus le film que moi, quand bien même je trouve que c'est un film intéressant, je trouve que c'est un film réussi et qui, à l'évidence, fait du bien dans le champ du cinéma américain, de grande consommation, parce que ça reste quand même un film qui est fait par un type qui bosse sur Netflix et qui a vocation à avoir un certain succès en salle, je pense. Je trouve qu'en fait le postulat de récit à la Rennais, de film mental, de film non chronologique, tout ce qui relèverait d'une logique de montage suivant l'association mémorielle, c'est ce qui me semble être à la fois l'argument de vente du film et en même temps c'est ce qu'il y a de moins réussi. Parce que je trouve que Mike Flanagan est un peu timide dans cette stratégie-là. Il suit effectivement la stratégie antéchronologique du récit de King, mais chacun des segments va suivre une narration parfaitement classique, de progression narrative, et il va être quasiment pas à un ou deux exemples près, la fin de l'acte 3 et un petit bout de l'acte 1, émaillé de logique de montage qui télescoperait de l'intérieur, d'ailleurs non je dis des bêtises, c'est dans l'acte 2, c'est pas dans l'acte 3, qui télescoperait de l'intérieur les temporalités et figurerait formellement par le montage le processus, le fonctionnement du cerveau. Deux exemples, donc fin de l'acte 3, cette porosité entre donc le moment où Charles Kranz mourrait et la fin du monde, qui serait dans une espèce de montage parallèle où l'un et l'autre viendraient se parasiter, en fait. Scène que je trouve assez belle et qui, par parenthèse, a suscité des rires hilars de la salle de cinéma dans laquelle j'étais. De manière vraiment très stupéfiante. Attends, mais quelle scène précisément ? Ouais, moi j'ai vu le film la un peu de temps. fin de l'acte 3, où il y a la fin du monde et en montage parallèle, il y a la mort de Charles. Les étoiles disparaissent, très bien. Bah alors là, mais fou rire de la salle. Fou rire de la salle. Ouais, c'est marrant, c'est une scène que j'aime vraiment bien. Je pense que ça raconte quelque chose aussi peut-être du fait que le film tape un peu à côté de sa cible. Mais enfin bon, ça je viendrai après. Même si je trouve que la scène très triste par ailleurs est très belle. Et puis un détail qui est intéressant, c'est quand il se met à danser dans l'acte 2 et il fait semblant de taper sur la batterie. Et il y a un télescopage avec l'apparition d'une cuillère en bois qui tape sur un... Et on comprend plus tard que ça appartient à sa grand-mère. En fait. Et en même temps, c'est un peu sans mystère parce qu'on devine en fait qu'il y aurait une explication. Il y a un truc sur une figure maternelle qui lui aurait après dansé. Et donc c'est un faux élément. On parlait d'incongruité tout à l'heure, c'est un faux élément incongru quoi. Et c'est là où effectivement la comparaison avec René fait mal parce que tu vois un film de René comme Muriel ou Je t'aime ou Providence. Pour le coup, il y a des effets de saisissement moderne et de déstabilisation qui sont beaucoup plus forts. Donc en fait, je trouve que sur ce plan-là, le film est pas raté, mais pas loin, quoi. Enfin, ça me convainc pas du tout. Par contre, je dois bien reconnaître que Flanagan a un vrai talent pour construire des séquences selon une logique de pur cinéma classique, des séquences de dialogue, des séquences de suspension temporelle, dont l'exemple le plus flagrant est l'acte 2 qui est composé quasiment exclusivement d'une longue scène de danse muette, de comédie musicale avec Tom Hiddleston et une jeune fille qui danse avec lui, et où je trouve... Alors la scène me paraît un petit peu démonstrative, c'est-à-dire que je trouve que
Bon, voilà, c'est extrêmement virtuose, changement d'axe, très brillant, rythmique du montage, presque percussive. Mike Flanagan est son propre monteur, d'ailleurs. Il y a quelque chose un peu démonstratif, mais il me semble que là, il touche à quelque chose qu'il est un peu tout seul à faire, c'est-à-dire de porter au cinéma, en tant que jeune cinéaste, le flambeau d'une forme néoclassique, quoi. Il y a plus beaucoup de cinéastes qui font ça. C'est-à-dire Eastwood, il commence à être très vieux, Spielberg, il commence à être vieux. Il y a James Gray, mais c'est très dévitalisé ce qu'il fait maintenant. Il y a plus grand monde qui fait du néoclassicisme, et le mec, il a 55 ans, 50 ans, même pas. Donc ça m'a satisfait. Et c'est pour ça que j'ai tendance à préférer, contrairement à vous deux, le premier acte, donc la dernière partie du film, qui me semble être un très beau film de coming of age, classique, avec une narration qui est prise en charge en grande partie par une voix off qui me semble en fait restituer quelque chose de chaleureux, de doux, d'enveloppant, qui est le propre d'une ambiance particulière qui est celle de l'Americana. Americana qui est au fond le substrat un peu fondamental de tous les grands récits et de tous les grands films adaptés de Stephen King. C'est-à-dire qu'on dit souvent que Stephen King est un écrivain qui situe ses récits dans le Maine et qui situe ses récits dans une banlieue pavillonnaire bien particulière. En fait, c'est le porteur du flambeau de ce qu'on a appelé l'Americana, quoi, hein, de ce creuset particulier d'une certaine tradition du récit américain qui a continué jusqu'à la fin du XXe siècle. Et il me semble que sur ce plan-là, Life of Chuck est un film très intéressant. Après, je regrette qu'il se perde, à mon sens, dans des affaîtries un peu modernistes, dans une forme de mystère un petit peu artificiel. Alors que, au fond, tout ce qu'il raconte du point de vue narratif est sans mystère. Qu'il s'agisse de ce qu'il y a derrière la porte de la chambre, qui va être un peu l'acmé final du film, mais qui au fond peut être deviné au bout de 5 minutes. Que ce qui concerne Chuck, typiquement, moi je me doutais que c'était dans cet ordre-là, que c'était de l'ordre du film mental, assez rapidement. Et il y aurait cette idée que le film est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'à la fois il postule du mystère alors que c'est un film sans mystère. Et il y a une réplique qui le dit, où il y a l'ex-femme du héros de l'acte 3, à cette phrase, elle dit « The life is full of mysteries ». Et puis en même temps, il est un peu conscient de ça, parce que d'ailleurs le personnage le dit de manière ironique, cette ex-femme elle le dit de manière ironique, et il serait à la fois conscient que, voilà, il crée du mystère, mais qu'en même temps il n'y a pas de mystère, parce qu'au fond, tout cela est un peu artificiel, et ce qui compte c'est l'intensité émotionnelle de ce que va construire le récit. Et il me semble balancer entre les deux, et ne pas tout à fait trouver sa position, quoi. J'aurais préféré un récit qui soit exclusivement l'acte 1, ou un récit qui soit l'acte 3, mais alors prenant des dimensions beaucoup plus importantes et créant un vrai récit fantastique. En l'état, je trouve que le film est un peu bancal, mais en même temps, c'est ce qui fait son charme. C'est intéressant parce que tu fais que parler de mystère, mais moi, j'ai pas du tout l'impression que ce soit la clé au centre du film, j'ai l'impression que le film passe son temps à le répéter, que l'important c'est la question de la multitude et que au centre entre nos deux mains il y a une multitude, qu'il y a des multitudes partout, et c'est pour ça que moi ce que je préfère dans le film, donc comme tu l'as dit, c'est les deux premiers actes, donc l'acte 3 et 2, parce que se développe et se distingue dans ces parties un ensemble d'éléments qui vient à créer plus un effet de multiplication qu'un effet de mystère. Je te rejoins, le film développe peu cette question de mystère, sauf de cette pourquoi est-ce qu'il y a ces pubs de Chuck au tout début, etc. Et je te rejoins pas d'ailleurs sur ta théorie de la vision mentale, qui potentiellement est bonne, je dis pas, mais j'ai pas l'impression que le film donne une version légitime et juste de la lecture de l'acte 3. Moi je le vois plus justement comme une sorte de melting pot, plus créé par le film lui-même que par le personnage à l'intérieur du film. On reprend un ensemble de choses qui a été... où on dispose un ensemble et ensuite on le récupère, ou on récupère et on dispose, qu'importe l'ordre. Il y a énormément de détails, et notamment la théorie du film mental, de l'histoire mentale, me semble pas juste, dans la mesure où on suit un personnage et on en suit vraiment la trajectoire émotionnelle du quotidien, qui dans l'acte 1 se révèle être un personnage absolument tertiaire, qui est un professeur qu'on aperçoit en fond du plan, là où par exemple un film mental aurait pu imaginer la femme de Chuck, ou que sais-je. Là, on suit un personnage qui se trouve
vivent dans cet espace, croisent des choses, croisent des événements. Et ce qui est le plus émouvant dans le film, pour moi, c'est précisément cet ensemble de choses qui en fait me dépassent. Et c'est la plus grande émotion que j'ai ressentie devant le film, qui est à la fin de l'acte 3, le moment où commence cette séquence dont tu parlais, où ils sont dans leur jardin et ils voient ce ciel. Très belle idée de très, mélodrame, ouais, les étoiles qui s'éteignent pour signifier la fin du monde. Exactement. Et en fait, j'ai eu ce vertige cosmique. Cette scène m'a fait ressentir ce truc de, mais en fait, qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que nous sommes ? Même de me dire, l'idée d'univers est absurde. Qu'est-ce qui fait que on vive, cet espace existerait, quoi. Ça m'a fait ressentir ça dans la façon dont tous les éléments étaient agencés. Et ce que j'aime aussi dans l'acte 2, donc, c'est précisément cette méthode narrative qui est de faire se regrouper ces personnages et de filmer, comme tu l'as dit, de façon très motivée et un peu virtuose, des personnages qui eux-mêmes ne le sont pas tant que ça. En fait, en réalité, Tom Hiddleston et la jeune fille, ils dansent bien, mais c'est pas du tout des performeurs de fou, quoi. Je veux dire, le film les filme mieux que eux-mêmes ne dansent. Et la musique elle-même jouée à la batterie, c'est une batterie seule qui répète la même mélodie en boucle. On est aussi dans une dynamique de... les rythmes, quoi, mais là... Oui, mais je veux dire que plein d'autres films auraient rajouté des nappes musicales, auraient accompagné un peu... C'est un événement quotidien, en tout cas. C'est ça. Il y a un vrai truc de quotidienneté, même dans la façon dont ils dansent, leurs pas de danse, etc. C'est des pas simples, qui sont bien exécutés, mais c'est des pas simples. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intrigue et qui fait que l'acte 1 me semble en fait le moins intéressant, parce que comme tu l'as dit, mais en fait là c'est vraiment juste une opposition... c'est une opposition de goût, en fait. De goût, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, moi, cet aspect néoclassique du film m'intéresse pas du tout. Et j'ai au contraire l'impression qu'on retombe un peu dans des narrations un peu déjà beaucoup traversées et bien mieux faites par plein d'autres cinéastes. Et que là, j'ai l'impression de voir... un coming of age lambda rentrer dans un film qui avait un peu de disposition à être plus que ça. Et la seule chose qui me fait garder mon attention vis-à-vis de ce coming of age, c'est la question du grenier, qui, elle, arrive sporadiquement dans des séquences un peu belles. Je pense notamment à la première fois qu'il ouvre la porte et que son grand-père arrive. Il y a quelque chose de très fort, encore une fois, dans cette question de multitude, où le grand-père arrive très en colère, et ensuite s'excuse, tombe en larmes. Il y a un truc de... À la fois, il se sacrifie. Exactement. C'est très beau, ouais. Et il y a en fait, dès que le film joue sur plusieurs terrains en même temps, plusieurs tableaux en même temps, ça me touche. Et dès qu'il est dans du pur linéaire simple, ça ne m'intéresse plus. Il faut dire, à mon avis aussi, que Flanagan n'est pas le plus virtuose des néoclassiques, tu vois. Non, clairement pas. C'est un peu... l'éléphant dans la pièce, mais on peut penser à Fabelmans dans la dernière partie du film, clairement. parce que l'enfant te ressemble. Parce que, mais à mon avis, j'ai une théorie là-dessus, mais je pense qu'il ressemble à quelqu'un d'autre, j'en parlerai après. Et ouais, je fais du mystère, je suis Flanagan en fait. Et non, parce qu'il y a un bal de promo, etc. Flanagan n'est pas le plus inspiré des post-Spielberg, quoi. C'est pas Shyamalan, quoi. Et à mon avis, en fait, là où l'idée d'un truc mental me semble à la fois des fantômes me semble à la fois juste et pas juste, c'est-à-dire que à mon avis cette première partie de fin du monde à l'échelle de l'humanité, elle raconte en fait ce que nous dit, ce qui est d'ailleurs dit par un personnage à Chuck et que lui répète dans l'acte du milieu, c'est-à-dire chaque personne finalement contient une multitude et puisqu'on traverse le monde finalement dans notre tête il y a tout le monde entier, donc quand une personne meurt, finalement, c'est un monde entier qui... Oui, bien sûr, c'est... Ce serait une espèce d'exploitation littérale, d'illustration littérale du vers qui ouvre le film, de Walt Whitman, en fait. Oui, qui dit... Qui dit « I contain me truth ». Ouais, exactement. Voilà. Et à mon avis, ça, c'est... À la fois, en fait, comme toi, Loïc, je préfère les deux premières parties du film, donc les actes 2 et 3. 3 et 2. Oui, 3 et 2, exactement. Et parce que ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté un peu simplicité. Disons, l'idée du quotidien, en fait. J'aime beaucoup la façon dont on est plongé dans cette espèce d'apocalypse, mais qui n'arrive pas du tout de façon spectaculaire. Et j'ai beaucoup aimé l'espèce d'emphase que le film donne à des choses qui ne sont pas spectaculaires, que serait d'un côté la fin du monde, mais où finalement ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à surtout des embouteillages. Il n'y a plus internet, éventuellement une panne de réseau électrique, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et de l'autre, cette scène un peu, on va dire, un peu banale, enfin pas banale, mais
un extraordinaire du quotidien qui est le jour où ce mec s'est mis à danser dans la rue, quoi. Et déjà, moi, je trouve ça très beau. Presque la juxtaposition des deux, quoi, de dire ça vaut autant presque la fin du monde et quelqu'un qui danse dans la rue, et les deux peuvent être source d'un émerveillement un peu comparable, quoi. Après, à mon avis, cette idée de la multitude, c'est aussi celle qui est amenée de la façon la plus sentimentale, on va dire, pour reprendre un mot que j'ai utilisé tout à l'heure, mais un peu pompière ou larmoyante, et notamment un grand effort de voix off qui se justifie dans le projet du film, mais en particulier dans le segment central, ça m'a semblé quand même très appuyé, puisque ça redouble en fait ce qui se passe à l'écran quasiment. C'est de dire finalement, chaque vie contient une variété infinie de phénomènes et qui sont très très beaux, et je trouve qu'il y a un côté un peu guimauve, on va dire, qui est notamment le cas dans le dernier tiers XXL, puisqu'il s'étire autour de questions un peu sentimentales, comme ça, un peu outre mesure. À mon avis, une des raisons du fait que ça pêche, c'est que Flanagan, finalement, est quand même un cinéaste, toi tu dis néoclassique, c'est vrai, qui est empreint d'un imaginaire qui serait d'ailleurs celui de sa propre jeunesse, c'est-à-dire les années 80 en fait. Qui même aussi le fait un de peu l'époque King. Exactement, qui est en fait l'époque aussi de King. À préciser d'ailleurs, on l'a pas vraiment dit, mais que jusqu'ici Flanagan est plutôt un cinéaste d'horreur, et que là c'est un de ses premiers films qui n'est pas vraiment un film d'horreur. À part pour cet élément du grenier qui intervient un peu comme un truc de film d'horreur. Et d'ailleurs, il y a on voit des éléments du contemporain, des smartphones, des trucs comme ça, mais quand on regarde la troisième partie, en fait, ça ressemble à un teen movie ou un coming of age des années 80, quoi. Dans la façon dont c'est éclairé, ce côté un peu poudreux, etc., l'univers convoqué. Même, du coup, logiquement, ça se passe dans les années 80. C'est pas clair, on peut pas très bien savoir. Mais je veux dire, si le personnage existe de nos jours, ou en tout cas, genre dans les années 2020, et à 39 ans, c'est qu'il a vécu dans les années 80 son enfance, quoi. Si ça se passe en 2024, on va dire. Il serait né il a 40 ans, 84. Donc il serait né en 84, donc il a 10 ans, donc ça passe plutôt des années 90, tu vois. Mais il me semble qu'on voit c'est pas du tout représenté comme tel. Oui, non, pas du tout. Il me semblait qu'on voyait, par exemple, des smartphones aussi dans la partie enfance, quoi. En tout cas, que c'était pas aussi démarqué, qu'il y avait des éléments, en tout cas, de contemporain. Mais peut-être pas, mais... En tout cas, il y a cette idée un peu d'un imaginaire qui serait celui des années 80. Et, à mon avis... là où Flanagan l'a le plus directement dit, c'est dans Dr. Sleep, qui est donc l'adaptation de la suite de Shining, mais qui consiste, quand on voit le film, je m'en sers notamment parce que c'est le seul autre de Flanagan que j'ai vu, mais qui consiste en fait dans le climax à revisiter Shining, quoi. En fait, le fond de Dr. Sleep, c'est Shining de Kubrick et l'Hotel Overlook de Kubrick qu'on va aller directement revisiter. Par contre, tu confonds avec Ready Player One là, 2 secondes. C'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, vraiment, ça se ressemble beaucoup. Je pense que la version de Spielberg est bien plus intéressante d'ailleurs, mais peu importe. Ce qui est intéressant dans ce rapprochement, c'est que finalement les deux films reposent un peu sur la même chose, c'est-à-dire finalement Shining et Life of Chuck, c'est deux films dans lesquels on suit un enfant dont la béatitude, on va dire, va être bouleversée par un mystère qui se cache derrière une porte, celui de la chambre 237 dans Shining, et là celui du grenier ici. Ce qui est intéressant à mon avis dans ce rapprochement, c'est que autant sur cet axe un peu la beauté du quotidien, pour le dire de façon un peu schématique, le film me semble un peu timide ou un peu guimauve, on va dire. Autant il y a un autre truc qui serait un peu sous-jacent qui me semble plus riche, qui est que pour moi le film parle pas vraiment de la vie comme univers, mais surtout de l'enfance en fait comme univers peut-être. Même si on voit Chuck adulte, mais finalement on le voit adulte dans une posture de danseur qui serait le prolongement de son enfance, quoi, d'une certaine manière. Et à mon avis, là où le film devient très beau et où c'est intéressant que le film commence par une fin du monde et se termine par finalement la fin d'une enfance, c'est qu'il y aurait un trait d'union qui se fait un peu entre les deux, et sans dévoiler ce qu'il y a derrière la porte, mais ça raconte un peu ça, c'est qu'en fait, disons que si l'idée du film c'est la fin de la vie est une fin du monde, pourquoi pas, mais ça me semble un peu convenu. L'idée plus belle et un peu plus sombre aussi serait, en fait, la fin de l'enfance, c'est un peu la fin du monde, quoi. Et quand on devient adulte, c'est le moment où on commence à contempler l'arrivée d'une fin et le côté inéluctable d'une fin. Il y a d'ailleurs cette idée à un moment de l'horloge qui va inévitablement finir son tour, qui est convoquée dans une scène. Et ça, je trouve ça beau, l'idée que finalement,
grandir, c'est aussi se confronter à la finitude. Ouais. Et ça, je trouve ça un peu plus, comment dire, en fait, beaucoup plus amer et beaucoup plus mélancolique, quoi. Ouais. Et ça me semble, à mon avis, plus touchant à la fin du film, quoi. Alors, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que c'est pas exactement sur les mêmes points que enfin, tout ce que vous avez dit est très juste. Hein, je suis d'accord. Moi, en fait, je crois que ce qui m'intéresse en profondeur dans le film, et c'est un point qui n'a pas été soulevé jusqu'à présent, c'est en gros ce sur quoi il s'ouvre et qui me semble être la base continue qui explique son projet d'écriture. La scène d'ouverture du film, donc, est la récitation d'un poème de Whitman qui est interrompue par l'annonce d'une information expliquant qu'une partie de la Californie s'est détachée du continent américain. Qu'il y a eu un séisme, il me semble, c'est le premier truc. Ou qu'il y a eu un séisme, et que, au fond, il y a eu, enfin, comment dirais-je, il y a un discours, la récitation d'un poème qui est interrompu, qui est parasité par une information qui va un peu déconnecter les gens de ce qui se passe au présent dans la salle de classe pour penser à autre chose. Ce qui se prolonge dans la suite de la scène où on se rend compte plus tard que Internet a été coupé et le professeur est avec des parents d'élèves qui ne l'écoutent pas mais qui passent leur temps à dire qu'ils sont plus connectés, notamment il y a une vanne sur le fait qu'il n'y a plus de sites porno, enfin bref, voilà. Qui est d'actualité maintenant que certains ont été oui, interdits clairement, en France. c'est clair. Mais que voilà, en gros, il n'y a pas de connexion, et donc en fait il n'y a pas de connexion, ça fait qu'il n'y a pas de connexion entre les gens, en gros ça serait ça l'idée que travaille le film. Tu parles de cloud. Comment on fait pour ça rejoint là. reconnecter à partir du moment où les moyens par lesquels on connectait ne sont plus. Et donc... Oui, ce qui est la trajectoire du couple divorcé, quoi, qui essaie de se retrouver physiquement. Ce qui est la trajectoire du couple divorcé, ce qui explique la place absolument centrale que va occuper, en gros, deux choses dans le film, c'est la parole et c'est la danse. Alors je prends juste un exemple avant de venir sur cette histoire de parole et de danse. Tu as parlé de la scène de l'horloge, où le héros de l'acte 3 et son ex-femme sont au téléphone, scène superbe, que tu évoques dans ton article de Libération. Ouais. Lisez-le. Où, effectivement, je trouve que c'est une scène très très réussie parce qu'en gros, elle postule. Enfin, par l'entremise du chant contre chant qui, en montage parallèle, permet de relier deux espaces éloignés, on opère une sorte de connexion parce que, en gros, les gens font les mêmes choses au même moment, à savoir regarder un calendrier puis regarder une horloge. Et cette horloge, on nous donne le temps. Enfin bon, il y a toute une théorie en gros sur l'idée que l'âge de l'univers pourrait se contenir dans le temps d'une horloge et qu'en gros les 10 dernières secondes correspondraient à l'humanité, au temps de l'humanité, et on nous fait déguster les 10 secondes de l'histoire de l'humanité face caméra, et donc on a une espèce de communion où à la fois les deux personnages seront en communion face au même acte et puis nous-mêmes on devient en communion avec eux. Bref, donc on crée de la connexion, quoi. Enfin, peut-être qu'on crée de la connexion. Bref, et moi ce qui m'intéresse dans le film, c'est quelles sont les stratégies, les modalités que va utiliser Flanagan tout au long du film dans des scènes de discussion, par des stratégies de chant contre chant, de découpage, pour opérer de la connexion entre des protagonistes qui, grosso modo, ne se comprennent pas bien. Parce qu'en fait, au fond, c'est ça l'affaire, c'est-à-dire que les personnages ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas, et trouvent une stratégie à un moment ou à un autre pour communier autour d'un acte. Alors, ça va être par exemple... pour ce qui est de l'ordre de la parole, la manière dont il va converser sans converser avec son grand-père, notamment quand son grand-père est complètement bourré, et que son grand-père va finir en fait par tirer les verres du nez sur le contenu de la chambre à son grand-père dans une discussion qui n'est pas une discussion puisqu'ils se répondent l'un à côté de l'autre en permanence. Donc, d'autant plus qu'il finit par avoir la réponse au moment où il dit précisément en voix off qu'il faut se taire. Exactement. Donc il y aurait cette idée que voilà, la parole serait une manière de pouvoir connecter avec l'autre, mais de manière indirecte. Ce qui ressort un petit peu lors de la scène aussi avec le pasteur, où le pasteur lui explique sa vie, et qu'en gros, lui expliquant sa vie, lui explique comment vivre lui-même. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là. L'idée que la parole est toujours un peu indirecte, quoi, que la connexion par la parole se fait de manière indirecte. Puis l'autre manière de connecter, c'est par la danse. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment très beau. C'est pour ça que j'aime bien quand même l'acte 1. C'est l'idée que la chorégraphie devient une manière de converser sans le langage.
et que alors c'est très sensible dans l'acte 2 quand il y a la danse commune entre Tom Hiddleston et la nana, qui devient aussi une communion avec la batteuse, qui devient une communion avec le public, qui devient une communion avec le spectateur, qui devient une communion avec le montage, et c'est vrai que là pour le coup le côté percussif du montage qui vient se couler dans leur propre mouvement, ce qui relève d'une logique classique, c'est-à-dire une logique d'harmonie, là pour le coup il me semble que c'est très réussi. Mais c'est pour ça que j'aime bien aussi l'acte 1, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui va essayer de pouvoir communiquer avec les gens de son âge alors qu'il n'est pas très à l'aise parce que ses parents sont morts et qu'il vit chez ses grands-parents par les moyens de la danse. Et d'ailleurs, le gros point d'interrogation à la fin de cette première partie, c'est la scène du bal, c'est va-t-il réussir à danser avec la fille dont il est secrètement amoureux, et ça va être tout l'atermoiement, pour le coup un vrai atermoiement de teen movie, c'est-à-dire est-ce qu'il va réussir en gros à lui déclarer son amour sans le déclarer. Bon, et là je trouve qu'il y a une espèce de force, quoi, de force qui s'incarne dans la mise en scène des séquences et qui en font un vrai film de mise en scène, quoi, à ces moments-là. Et c'est vrai que si je compare avec le dispositif un peu modernisant, ben moi je sais que dans la balance je vais plutôt faire pencher en fait le travail du détail de la mise en scène et de l'écriture. C'est un film qui est un peu trop scénaristique à cet égard parce que ce sont des intentions de scénario qui s'actualisent formellement. Mais après tout, pourquoi pas ? Je veux dire, ça reste un ferment de mise en scène classique. J'ajoute juste un petit truc et ensuite je vois que tu as tirer ton micro. Mais sur les multitudes justement, t'as raison sur les multitudes et je trouve qu'une des plus belles choses quand même du film, c'est de parvenir à presque donner l'impression que les gens qui ne sont plus là sont encore là par des moyens dérivés, et donc effectivement l'idée que la multitude s'incarne de manière un peu invisible. Comment ? À chaque fois que le petit garçon danse, c'est le fantôme de sa grand-mère qui va mourir, c'est le fantôme de sa grand-mère qui s'incarne dans la danse. À chaque fois qu'il est question de temps et d'espace, c'est le fantôme du grand-père qui va mourir, qui a tenu ce discours sur le temps et l'espace, qui va se ringuer sur les mathématiques, parce qu'il y a un truc sur les mathématiques, je le dis pour le chat, même parce que je suis peut-être un peu décousu, mais tout un discours sur les mathématiques et sur les sciences dans le film, qui va se réincarner. Et ça, pour le coup, c'est intéressant, j'ai envie de revoir le film, parce que, effectivement, l'idée que la première partie et la deuxième contiennent, en fait, des éléments qui prennent leur sens dans la troisième, fait que alors qu'on connaissait pas la grand-mère et le grand-père à ce moment-là, ils étaient d'ores et déjà là par des personnages dérivés. Ouais. Et ça, je trouve ça très beau. Notamment, j'aime beaucoup ce personnage de scientifique afro-américain qui fume la pipe et qui en fait est une espèce de recomposition fantasmatique du grand-père de Chuck. Et cette idée que, en fait, ça dissémine. Alors, ça dissémine à l'envers. Et donc, du coup, effectivement, dans le monde mental de Chuck, la multitude de ses expériences réelles a réussi à se recomposer, à se disséminer. Et là, pour le coup, il me semble que le film parvient à créer un peu de vertige à ce niveau-là. Moi, j'ai un peu envie de revenir sur l'acte 2, qui semble quand même cristalliser quelque chose dans le film, déjà au-delà d'être littéralement le centre du film, d'être l'acte le plus court, d'être le moins logique, entre guillemets, où on aurait l'acte 3 qui serait la fin des temps, une forme d'achèvement de tout, de recomposition, l'acte 1 qui serait la naissance un peu de ce personnage de Chuck, tous les événements, tous les petits éléments qui l'ont rendu danseur, etc. L'acte 2, finalement, il est très anecdotique, quoi. C'est vraiment juste un moment de danse en groupe. Sauf que, il se trouve que l'acte 2 ne se termine pas à la fin de la danse, il continue un petit peu. Ils vont prendre un petit godet. Ensuite, Tom Hiddleston et la jeune rousse vont un peu se promener encore, etc. Mais on sent, et c'est précisément ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, qu'en fait, ils essayent de faire continuer le moment qu'ils ont vécu, mais il n'est plus là. Enfin, c'est des gens qui se connaissent pas, ils ont rien à se dire. Ils savent qu'ils vont partir chacun de leur côté. Le moment, il est fini, quoi. C'est ce petit moment d'épiphanie, de beauté, et en fait, la parole et cette sorte de petite discussion qu'ils ont, elle ne rejoue pas du tout cette méthode de connexion qui a eu lieu précédemment. Et d'ailleurs, la séquence va se terminer au moment précis où enfin ils seront tous de nouveau séparés, où Tom Hiddleston et la jeune rousse qui ont marché un petit bout de temps s'éloignent l'un de l'autre. Voilà, c'est fini. Donc, cette séquence joue vraiment presque pour moi au-delà de la raison pour laquelle Chuck existe, enfin, qui vient un peu dire
pour moi c'est un peu la morale du film entre guillemets si on devait lui en trouver une, c'est que toute vie vaut la peine d'être vécue et toute vie est belle, ne serait-ce que pour un instant de votre vie qui peut avoir été radieux et qui justifierait tout, et qui est aussi celle du film lui-même, et qui est littéralement en plus le visage de l'affiche, ce Tom Hiddleston qui danse, et ces petites 2-3 minutes de danse pure justifient aussi à elle-même l'existence de ce film, dans une mesure où, comme tu l'as dit, c'est le moment précis où il y a une connexion qui a lieu, mais même entre les personnages, entre le film et nous, il y a quelque chose du dispositif qui permet ça, et qui fait que, en tout cas en sortant de la séance, il y a vraiment quelque chose qui se rejoue de... en fait, c'est pas grave si beaucoup de choses n'ont pas de sens, c'est un peu absconde. Enfin, j'ai retrouvé vraiment de la sensation de vertige absurde que j'ai pu avoir en lisant du Sartre, par exemple, de me dire... Ça peut ne tenir qu'à un détail, quoi. Toute cette justification peut tenir à une seule sensation, à une seule émotion qui vaut que la vie soit vécue. Oui, c'est le principe de contingence. Oui, c'est ça, exactement. C'est la contingence chez ça. Mais je suis d'accord avec toi, et je dirais, même pour aller plus loin, que en fait, ce que travaille même moralement le film, c'est marrant, je pense à ça aussi, c'est l'idée qu'il faut faire de son mieux avec ce qu'on a. Et donc, du coup, il faut prendre les moments où ils sont, tu vois. Alors, exactement. Et donc, parce qu'au fond, ce que postule la fin du film, c'est que on sait qu'on va mourir. Et s'il y a destiné, comme dirait l'autre, c'est un être vers la mort, quoi, tu vois. Comme dirait Heidegger. Et c'est un peu pareil. Et du coup, à partir de là, on prend en charge. On prend en charge la vie. Et au fond, Chuck est perçu de manière extraordinaire. Alors, c'est un peu le problème, il n'y a que des personnages sans aspérité. Ça, c'est un autre problème. On va dire que c'est parce que c'est un conte philosophique. Mais il y a cette idée que Chuck, en fait, il n'a pas devenu danseur, alors que tout le porte à ça. Il a suivi le chemin des mathématiques et il est devenu comptable. Il a pris en charge sa vie et du coup, il est un homme de bien. C'est-à-dire que sa femme et son fils, manifestement, l'aiment. Il a été aimant envers eux et il a fait du mieux qu'il pouvait au regard de ce que son existence a été amenée à être. Parce qu'on n'est pas maître de l'intégralité des choix, il y a de la contingence, quoi. On porte sur son dos le poids du monde d'une certaine manière. Ça, c'est très sartrien, je suis d'accord avec toi. Voilà. Non, je voulais juste finir sur ce que je disais avec aussi la figure dont vous avez parlé du calendrier et de l'horloge du monde, quoi, où on se dit, mais que sont ces 10 pauvres secondes sur l'intégralité d'une année pour l'existence de l'être humain. Ça vaut quand même la peine d'être vécu, ça vaut quand même la peine d'être pris à pleines dents. Et il y a évidemment quelque chose aussi de l'ordre de la catastrophe écologique à venir, ce qui ne surprend pas dans la mesure où King a écrit la nouvelle pendant le confinement, de aussi se dire, est-ce qu'on n'a pas envie de tout faire collectivement pour qu'on puisse n'avoir qu'une seule seconde de plus sur ce calendrier, quoi. Et c'est très joli, du coup là je gâche, c'était une phrase de fin parfaite, mais non mais pour aller dans ton sens sur l'importance de l'acte 2 qui est de fait aussi central dans le film, mais c'est aussi je crois le seul des 3 actes dans lequel la porte n'est pas présente, la porte du grenier, parce qu'on l'aperçoit en fait dès la première partie du film. Et donc il y a aussi cette idée que à la fois finalement tout dans la vie de Chuck a mené à ce moment de danse improvisée dans la rue qui lui a permis de connecter avec les gens autour de lui, mais aussi d'une certaine manière que cet acte de communion est le seul qui lui permet de ne pas regarder vers la fin, quoi. Et donc il y a cette idée finalement que ce qui est intéressant, c'est que précisément le moment où il commence à regarder vers la fin, qui est la fin de l'acte 2, au moment où la rousse et Tom Hiddleston se séparent et s'éloignent, c'est ce moment où la jeune fille à roller apparaît. J'ai oublié. Il y a la jeune fille à roller qui apparaît et aussi celui qui est censé être le patron de l'hôpital. Ah, j'ai oublié lui. En fait, il y a la jeune fille à roller qui apparaît, puis ensuite il y a un décadrage et le patron de l'hôpital, le collègue de son ex-femme apparaît à tabler. Voilà, donc ça va dans le sens de ce que tu dis.